les enjeux d'éthique et pratiques de fin de vie. Dr Vachon a récemment obtenu une subvention des instituts de recherche en santé du Canada pour poursuivre le projet J'accompagne COVID-19 afin de comprendre et soutenir les personnes endeuillées en contexte de pandémie. Alors, Dr Vachon, à vous la parole. Je vous remercie beaucoup, M. Hamel. Je remercie aussi, je vous remercie tous d'abord de votre présence aujourd'hui. Puis, je remercie aussi les gens là, du RPCU qui m'ont invité à vous partager aujourd'hui mes travaux sur le deuil pandémique. Je vais tout de suite partager mon écran. Pour m'assurer que tout fonctionne bien. Okay. Est-ce que ça fonctionne? Oui, ça fonctionne? OK, oui. Parfait. Donc, moi, je vais simplement devoir m'ajuster. OK, parce que j'ai deux écrans, là, donc il ne faut pas que je me trompe. Juste un instant. OK. Et voilà. Je vais juste vérifier. OK, tout ça fonctionne. Bon. Alors, je suis heureuse d'être parmi vous aujourd'hui. Je voulais d'abord débuter ma présentation en faisant un peu, en me racontant l'histoire, hein, un peu du projet que je vais vous présenter aujourd'hui. En fait, j'ai été invitée le printemps dernier, donc en tout début de pandémie, à présenter sur le deuil. Hein. Je me rappelle à ce moment-là, on en était au tout premier décès. On était loin de s'imaginer qu'on pourrait assister à un nombre si grand de décès. Là, on parle de plus de 10 000 personnes. Donc, c'était vraiment très important pour moi aujourd'hui parce que je sais que la plupart d'entre vous ont eu une année extrêmement difficile. Donc, c'est important pour moi qu'on prenne juste quelques secondes ensemble pour se remémorer puis faire honneur à la mémoire des gens qui nous ont quittés dans la dernière année, mais aussi prendre ces quelques secondes-là pour reconnaître la souffrance que vous avez tous vécue, chacun à votre manière, dans la dernière année, puis reconnaître aussi la résilience immense de laquelle vous avez fait montre. Donc, je vous propose qu'on prenne juste simplement quelques secondes pour vous, puis pour ceux qui nous ont quittés. Je vous remercie. Ce petit moment de recueillement nous dispose aussi à se rappeler puis à prendre conscience là, des décès, puis de la souffrance, puis aussi de tout ce que vous avez déployé comme effort puis comme énergie pour vous adapter à la situation de pandémie. Donc, vous voyez que sur mon écran, j'ai deux images. Hein. J'ai l'image des chandelles, donc beaucoup de chandelles, hein, un peu pour représenter le grand nombre de personnes qui nous ont quittés. Puis, j'ai aussi l'image d'un livre. Pourquoi un livre? C'est parce que je vais utiliser la métaphore de l'histoire ou du récit, si on veut, et du fait de se raconter tout au long de ma présentation, un peu pour vous aider à comprendre un peu les propos. Donc, je commence tout de suite en faisant un retour sur le contexte. Hein? Donc, la pandémie, on est presque un an plus tard, où on a plus de 10 000 décès, là. On doit être proche de 10 500 bientôt. Avec une première vague qui a été particulièrement meurtrière, notamment auprès des personnes du 3e et du 4e âge,
en résidence ou encore en centre d'hébergement. On parle de décès qui se sont produits dans des circonstances assez tragiques de négligence, hein, à cause du manque d'effectifs dans les soins, puis aussi du manque de matériel de protection et des mesures de santé publique particulièrement strictes, donc une impossibilité de visite pour la plupart là, des personnes qui étaient proches aidants, très, très investis auprès de leur aide chère. Ça m'amène aussi à vous parler un petit peu plus du projet J'accompagne COVID-19. Donc, c'est un projet qui a été lancé en tout début de pandémie avec ma collègue Déborah Hummel. Puis, on a une belle équipe là, maintenant qui travaille avec nous. Donc, c'est un projet de recherche qui est à la fois participatif et créatif, très d'endeuillés dans le contexte de la pandémie, et de soignants aussi qui ont travaillé en zone rouge dans des conditions difficiles. Donc, on a fait une 60aine d'entrevues en profondeur avec des personnes qui ont perdu un être cher en contexte de pandémie, puis avec des soignants. Puis tout ça dans l'objectif de décrire davantage, mais qu'est-ce que c'est le deuil pandémique? Puis c'est un peu là-dessus que va porter ma présentation. Puis ça nous amène également à réfléchir aux modalités de soutien, hein? Donc, comment soutenir les personnes qui vivent ou ont vécu un deuil pandémique, en fait, qui le vivent toujours. Avant de commencer, donc ce que je vais pouvoir vous présenter aujourd'hui, c'est les premiers résultats. Un peu, je vais les vulgariser, je vais vraiment essayer de vous présenter ça d'une manière qui ne soit pas aride. On sait que des fois que la recherche, ça peut être un peu aride comme manière de s'exprimer ou d'échanger, mais je vais vraiment tâcher là, de vous présenter ça de la manière la plus claire et conviviale possible. Puis, avant de commencer à vous parler des résultats de notre projet de recherche, je vais simplement dire quelques mots sur qu'est-ce que le deuil en général, hein? Qu'est-ce qu'on sait du deuil? Donc, le deuil, dans un premier temps, c'est l'ensemble des réactions, qu'elles soient physiques, émotionnelles ou comportementales, qu'on éprouve quand on perd un être cher. Je vous donne des exemples. Les réactions physiques, ça peut être une immense fatigue, une impossibilité de dormir, une perte d'appétit. Des réactions émotionnelles, donc énormément de tristesse, de chagrin, parfois de l'angoisse, de la colère, de la culpabilité, de l'ambivalence. Donc, il y a une multitude d'émotions qui composent le deuil, puis elles sont toutes aussi vraies et valides les unes que les autres. Finalement, comportemental, donc on peut, par exemple, avoir des difficultés à fonctionner au quotidien, perdre l'intérêt pour les choses pour lesquelles on avait auparavant un intérêt. Donc, ça fait toute partie du deuil. Le deuil, c'est aussi un processus dynamique, hein? Souvent, on va entendre parler des étapes de deuil. Pour ma part, je n'aime pas parler du deuil comme une série d'étapes parce que ça supposerait qu'il y aurait un parcours linéaire là, de deuil, alors que ce n'est vraiment pas le cas. Hein, je dis souvent aux gens qui sont en deuil qu'il y a autant de deuil que d'endeuillés. Donc, le deuil, c'est vraiment une expérience qui est très individuelle. Donc, mais qui est dynamique. Souvent, on va en parler comme étant un processus d'oscillation, c'est-à-dire qu'on oscille, on se promène entre notre état de chagrin, de tristesse ou que l'autre nous manque et aussi, parfois, on va un peu mieux, puis on oscille vers la vie qui continue d'une certaine façon. Donc, ces mouvements-là d'oscillation, ils font partie du deuil, puis ils sont tout à fait normaux. Certaines personnes vont aussi décrire leur expérience de deuil comme étant des montagnes russes, hein? Parfois, on a le sentiment qu'on est en train de remonter la pente, donc on oscille plutôt vers la vie qui continue et pour aucune raison apparente,
tout d'un coup, on est submergé par une vague de tristesse, donc on sent qu'on retombe, puis là, on oscille davantage du côté de notre peine et de notre manque de l'être cher. Tout ça, c'est des réactions normales qui tendent à s'atténuer avec le passage du temps. J'aime aussi parler du deuil comme un travail que j'ai mis entre guillemets. Qu'est-ce que c'est que le travail du deuil? En fait, il y a une tâche importante que les personnes endeuillées doivent accomplir. Ça consiste un peu, si on veut, à transformer leur relation. Hein? On passe d'une relation qui était très, très concrète, hein, où on prenait soin de l'autre, où on se voyait, où on parlait, où on pouvait partager toutes sortes de choses ensemble, à une relation qui devient un peu plus symbolique, si on veut. C'est-à-dire que l'autre existe dans nos souvenirs, dans notre mémoire, puis il existe aussi par la manière dont il nous aura inspiré, il nous aura touchés. Donc, c'est pas, j'aime pas en parler comme étant la fin d'une relation parce que c'est pas la relation qui se finit. Hein? On peut continuer d'aimer la personne qui est décédée, même si elle est décédée. Et si cette personne est décédée en nous aimant, ben, son amour ne peut pas nous être retiré. Mais donc, la relation, si on veut, elle existe encore d'une certaine manière, mais il faut vraiment la transformer pour que l'autre, en quelque sorte, fasse partie de nous, puisqu'il n'existe plus dans le monde de la réalité qu'on connaît. Puis finalement, il y a un autre travail à faire, si on veut, dans le deuil, mais c'est l'idée d'intégrer l'événement comme faisant partie de notre histoire de vie. Hein? Donc, dans le parcours d'une vie, nécessairement, on va vivre des deuils, puis il faut arriver à comprendre, un peu à se faire à l'idée que l'autre est décédé, puis intégrer ça, dans le fond, pour que ça ait un sens dans notre histoire de vie à nous. Je vais vous donner un exemple. Normalement, c'est plus facile d'intégrer l'événement du deuil d'un parent ou d'un grand-parent que ça l'est, par exemple, d'intégrer le deuil d'un enfant parce que c'est à contresens. Hein? On s'attend un jour à perdre nos grands-parents, nos parents, mais perdre un enfant, donc c'est vraiment quelque chose qui a un sens bien différent et qui est plus difficile à intégrer. Donc, ça m'amène à vous parler un petit peu plus du deuil pandémique, en fait. Qu'est-ce que le deuil pandémique? Le deuil pandémique, en fait, c'est ce qu'on a découvert d'une certaine manière avec notre projet de recherche. Donc, c'est un deuil qui est particulier, qui n'est pas tout à fait un deuil normal, mais qui n'est pas pathologique pour autant, mais qui est vraiment particulier, qui est différent. Donc, n'est pas un deuil normal. En fait, je trouve ça très intéressant de vous dire d'ailleurs que, vous savez, dans le cadre de notre projet, on a rencontré là, donc, des dizaines et des dizaines de personnes endeuillées. Puis, parmi ces personnes, tout le monde qui avait déjà vécu un deuil dans le passé, par exemple, quelqu'un qui avait déjà perdu un de leurs parents et qui perdait là, maintenant leur deuxième parent, disait « Ce deuil-là, il n'est pas normal. Il n'est pas comme les autres. Il est beaucoup plus compliqué que les autres deuils que j'ai connus avant. » Donc, il y a quelque chose de particulier dans le deuil pandémique. Ce n'est pas non plus un deuil qu'on va dire pathologique, c'est-à-dire que ce n'est pas un deuil anormal. Au contraire, moi, je préfère en parler comme étant des réactions normales à une situation qui, elle, est anormale, à une situation qui, elle, est en quelque sorte pathologique parce que ce n'est pas normal de perdre un être cher dans les circonstances dans lesquelles les personnes sont décédées pendant la pandémie. Donc, ce qui est le plus difficile avec le deuil pandémique, puis c'est vraiment sur ça que va porter le cœur de ma présentation, c'est comme si on nous demandait de donner un sens ou de comprendre une histoire de laquelle on aurait retranché les plus importants chapitres.
Donc, si on voit le parcours du deuil comme étant une histoire qu'on essaie de comprendre, et là, on nous enlève les plus importants chapitres, bien, tout ça est vraiment difficile à comprendre et à intégrer. Donc, je vous dirais, j'ai utilisé la métaphore de l'histoire dans un premier temps pour vous parler un petit peu de qu'est-ce que c'est que l'histoire d'un deuil. Hein? Je vous dirais qu'au premier chapitre d'un deuil normal, il y a l'idée de pouvoir se préparer. Hein? Si notre proche est malade, si on apprend que notre proche ne pourra pas guérir de sa maladie, il y a une partie de nous qui commence à se préparer. Hein? Puis, quand on apprend que notre proche est en fin de vie, normalement, on dispose quand même de quelques semaines, au moins de quelques jours pour se préparer à l'éventualité de son départ. Ensuite de ça, au deuxième chapitre, à partir du moment où on sait que notre proche s'en va, bien, on va vouloir l'accompagner en fonction de nos valeurs. Hein? Si notre proche avait des désirs particuliers quant à la manière dont il voulait que les choses se passent, bien, on est très investi de notre rôle de l'accompagner et de faire en sorte que sa mort se passe dans les meilleures conditions possibles. Puis on prend aussi le temps de passer des moments précieux avec notre proche. Dans un troisième temps, ou en guise de troisième chapitre, une fois que l'autre est décédé, il faut comprendre ce qui s'est passé puis constater la perte. Donc, normalement, si on était à son chevet, on a réalisé que son état déclinait de plus en plus. Hein, peut-être qu'à la fin, la personne, elle était elle dormait la plupart du temps ou était plus capable d'avoir une conversation avec nous. Donc, on voyait vraiment le déclin et éventuellement, la personne décède et dans des circonstances normales, souvent, on va pouvoir passer un moment avec la personne qui est décédée pour peut-être lui dire quelques mots encore. Donc, on comprend que la personne s'en va, elle quitte, puis on voit la personne décédée, on voit son corps, etc. Puis, quatrième chapitre, mais je vous dirais, on a la possibilité de réaliser des rituels qu'on va dire qui sont porteurs de sens. Hein? Porteurs de sens, donc porteurs de sens soit parce qu'ils nous font du bien à nous, ou encore parce que ces rituels-là étaient ceux que voulait mon être cher, ou si on est d'appartenance d'une religion en particulier, c'est d'avoir des rituels qui sont cohérents avec cette religion-là. Donc, puis, ces rituels-là, le fait de commémorer, le fait aussi de s'entourer, de recevoir les condoléances, ça nous permet ensuite de ça de pouvoir entamer ce qu'on va dire qui est le travail du deuil, donc d'entamer la transformation du lien qu'on avait avec cette personne-là. Donc ça, je vous dirais que c'est l'histoire un peu normale du deuil. Par contre, l'histoire du deuil pandémique, c'est tout autre. Hein? Puis ceux qui ont vécu une telle expérience, vous savez que c'est tout autre. Donc, le deuil pandémique, c'est un peu de se demander, mais comment est-ce qu'on peut donner un sens à une histoire de laquelle on aurait retranché les chapitres les plus importants? Donc, je vous ai dit que le premier chapitre d'un deuil, de l'histoire du deuil, c'est souvent de se préparer. Or, dans le contexte dans lequel les décès ont eu lieu pendant la première vague notamment, mais aussi pendant la deuxième vague, on se rappelle qu'il y a eu pas la possibilité de se réparer, mais bien une rupture de contact et des incertitudes. Donc, je pense aux personnes dont le parent, par exemple, était hébergé en CHSLD ou en résidence ou plusieurs semaines, voire quelques mois même avant le décès, on n'a plus eu la possibilité de rendre visite à notre être cher. Donc, il y a eu une rupture de contact, une coupure de contact. La plupart peuvent avoir appris le déclin de leurs proches de manière un peu fortuite, si on veut.
Donc, certains ont appris que, par exemple, l'établissement dans lequel résidait leur aide-chère était touché par la COVID-19, puis alors qu'on n'en avait eu aucune nouvelle. Puis, on sait aussi que les décès par COVID-19, bien, on se retrouve devant des déclins qui sont très, très, très rapides, hein? En dedans de quelques jours à peine, parfois même quelques heures, on perd notre aide-chère. Donc, ça ne nous permet pas de nous préparer. Donc, voilà. Ensuite, au niveau du chapitre 2, ce qui serait de pouvoir accompagner l'aide-chère en fonction de nos valeurs, bien, ce qu'on s'est rendu compte pendant la pandémie, ce qui caractérise le deuil pandémique, bien, que c'est plutôt au rythme des directives de santé publique, hein, que l'accompagnement ou plutôt le non-accompagnement sera fait, entraînant ici donc des dilemmes, des conflits, des regrets, de la culpabilité, des remords. Donc, pour certains, il va y avoir des conflits de valeurs, hein? C'est-à-dire que moi, mes valeurs, puis mon désir, puis ce qui est important pour moi, bien, ce serait d'être au chevet de mon aide-chère qui est malade, et pourtant, je ne peux pas. Donc, on se retrouve un peu en conflit. Sinon, on peut aussi, avec nos propres valeurs, dans le fond, les mesures de santé publique viennent en conflit avec nos valeurs personnelles. Sinon, certaines personnes peuvent aussi avoir vécu des dilemmes moraux, hein? Donc, on a le choix entre se rendre au chevet de l'aide-chère pour, je ne sais pas moi, 15 minutes, 1 heure, la possibilité d'être là dans les derniers moments, et ou bien, de rester auprès de notre autre parent, par exemple. Ou pour certains, donc, c'est un conflit de se dire, donc j'ai des enfants dont, par exemple, si j'ai un de mes enfants qui est déjà atteint d'une maladie qui fragilise sa santé, est-ce que je prends le risque de me rendre au chevet de mon aide-chère avec le risque de potentiellement contaminer mon enfant si j'attrape la COVID-19? Donc, c'est des exemples de dilemmes moraux qui sont extrêmement difficiles à vivre. Donc, ces conflits-là, puis ces dilemmes-là, pour certaines personnes endeuillées dans le contexte de la pandémie, ça vient avec la question de est-ce que j'aurais dû faire autrement? Est-ce que j'aurais pu faire autrement? Est-ce que les choses auraient pu se passer différemment? Sinon, je me permets à ce stade-ci de vous lire une petite citation d'une des participantes endeuillées qui a fait partie du projet J'accompagne pour illustrer un petit peu le conflit de valeurs. Donc, on parle d'une jeune femme qui était au chevet de son grand-père, donc qui a eu la possibilité d'une dernière visite alors que son grand-père était en fin de vie. Donc, ce qu'elle nous raconte quand elle l'a visité, c'est « J'ai mis mes bras autour de lui ». C'est sur ses bras à lui, parce que là, j'avais des gants, puis j'avais une jaquette. Puis, à ce moment-là, il a essayé de me donner un câlin. Puis, je n'ai pas pu. Je lui ai fait signe, non, je ne peux pas. Puis, je voyais dans ses yeux qu'il était détruit, puis qu'il ne comprenait pas. Donc, je n'avais pas le droit. Ça m'a détruit. Donc, c'est vraiment un exemple de conflit de valeurs extrêmement difficile d'une personne qui voit l'autre souffrir, qui est en fin de vie, qui voudrait pouvoir le prendre dans ses bras, puis qui doit s'arrêter parce qu'on est en zone rouge, puis qu'on n'a pas la possibilité de faire ça. Donc, le chapitre 3, je vous disais que dans le deuil normal, souvent, on va parler de comprendre et de constater la perte. Au contraire, hein, dans le cas du deuil pandémique, les circonstances de décès sont parfois un peu nébuleuses. Hein? On va se poser énormément de questions. Donc, si l'autre est mort seul, est-ce qu'il a souffert? Est-ce que la contamination ou le décès aurait pu être évité? On n'a pas de repères concrets. On se demande comment ça s'est passé. Donc,
plutôt que de comprendre et de constater ce qui s'est passé, on est plutôt avec une série de questions qui demeurent sans réponse. Donc, finalement, par exemple, il y a plusieurs personnes endeuillées qui ont travaillé avec nous, qui ont senti le besoin, par exemple, de faire venir le dossier médical de la personne qui est décédée pour essayer d'avoir des réponses, hein, pour comprendre ce qui s'est passé au moment du décès, parce qu'ils n'ont pas pu être là. Finalement, au chapitre 4, réaliser des rituels qui seraient porteurs de sens, commémorer et entamer le travail de deuil. Bien, ce qu'on voit, c'est que soit il y a une absence de possibilité de faire des rituels et des commémorations, soit ceux-là sont décalés dans le temps ou on est vraiment dans l'impossibilité. Donc, on se retrouve coupé de la possibilité soit d'honorer, de commémorer, de donner un sens à la perte, mais aussi privé du soutien des autres, hein, dans les funérailles. Donc, pour certaines personnes, c'est toujours impossible de faire les funérailles, notamment parce qu'il y a certains endroits où il y a une liste d'attente interminable pour faire les commémorations et les funérailles. Pour d'autres, ils ont eu la possibilité de finalement en faire, mais bon, dépendamment de la période dans laquelle ces funérailles-là ont eu lieu, on parle d'une dizaine de personnes autour de nous, 25, sinon si ça se passe ces temps-ci, l'impossibilité de se prendre dans nos bras, l'impossibilité de vraiment être entouré de toutes les personnes importantes. Donc, c'est des funérailles qui ne sont pas porteurs de sens, mais qui sont plutôt rythmés en fonction des directives de santé publique. Puis ça fait en sorte que les funérailles sont beaucoup moins soutenants. Hein? On ne peut pas se prendre dans nos bras, etc. Pourtant, pour qu'un rituel nous fasse du bien, il faut qu'il ait un sens. Hein? Donc, on invente un nouveau rituel, que ce soit des funérailles décalées dans le temps, des funérailles de taille réduite ou encore des funérailles virtuelles. Donc, ce n'est pas des choses qui sont très, très aidantes parce qu'elles ne s'incarnent pas dans nos valeurs, puis dans nos croyances, puis dans ce qui nous ferait du bien, dans le fond, dans le rituel. Donc, c'est quoi la résultante de tous ces facteurs-là, hein, de l'histoire qui est un peu transformée par la pandémie, des chapitres qui nous manquent? Qu'est-ce que ça fait? Mais ça fait un deuil qui a du mal à s'entamer. Ça fait aussi un deuil qui s'étire dans un entre-deux un peu nébuleux. Puis, un deuil qui est aussi, en quelque sorte, banalisé et non reconnu. Donc, parce que le décès est survenu alors qu'il y avait une vague de décès, parce qu'on n'a pas pu faire des commémorations qui soient vraiment cohérentes avec nos valeurs, bien, on parle d'un deuil qui peut être soit banalisé ou encore qui passe sous le silence, si on veut. Ici, j'ai mis une illustration donc, qui a été réalisée spécifiquement pour le projet J'accompagne. Donc, à gauche, ce qu'on voit, bien, c'est une personne qui est décédée, mais on a peu d'informations. À droite, ce serait des funérailles qui n'ont pas eu lieu. Puis, entre les deux, bien, on a l'endeuillé qui essaie de marcher sur la corde raide, qui essaie de garder son équilibre, qui essaie de trouver un sens et d'intégrer tout ce qui s'est passé. Donc, pour vous parler un peu d'un deuil qui aurait de la misère, qui aurait du mal à s'entamer, j'ai choisi de vous présenter la citation d'une participante encore. Donc, elle nous raconte qu'il y a quelque chose qui est non résolu à ce jour. C'est comme une non-fin, si on veut. Des fois, il y a des journées où je sais très bien qu'elle est décédée. Puis j'ai des journées où c'est vraiment plus flou. Ça fait plusieurs mois, je pense que ça doit faire 5 ou 6 mois, et je suis encore dans l'attente. Dans l'attente de quoi? Je ne sais même pas.
j'imagine qu'on attend de pouvoir se voir, se toucher, être ensemble, de pleurer ensemble, donc en référant aux personnes de sa famille. Donc, ça m'amène à vous parler un petit peu de comment est-ce qu'on peut accompagner ce type de deuil-là qui est vraiment particulier, vous l'avez vu. Dans un premier temps, je parle de l'importance de la mise en récit, hein? L'importance de raconter, de se raconter et de se raconter à soi notre histoire de deuil. Vous savez, quand on a fait les entrevues pour le projet de recherche, on a demandé aux gens de nous raconter un peu leur histoire à partir du moment où ils ont appris que la COVID, que leurs proches étaient atteints de COVID jusqu'à ce jour, hein, dépendamment du moment auquel on a refait l'entrevue. Puis, plusieurs personnes nous ont dit « mais c'est la première fois que je peux raconter mon histoire d'un bout à l'autre ». Donc, on n'a pas la possibilité de raconter cette histoire-là, entre autres parce qu'on est plus isolé socialement, parce qu'on n'a pas eu les funérailles, etc., parce qu'il y a eu tellement de décès en même temps. Mais quand on se raconte et quand on le raconte à quelqu'un qui nous pose des questions et qui cherche à comprendre avec nous, quand on fait ça, on fait émerger une nouvelle signification. On est capable de se raconter ensemble une histoire qui aurait un sens. Et ça nous permet aussi, en se racontant, en témoignant, en échangeant autour de notre histoire de deuil, de tranquillement être capable de l'intégrer, hein, comme faisant partie de notre histoire personnelle. C'est aussi intéressant de faire une autre place, si on veut, à des modalités alternatives de se représenter la perte de l'autre. Donc, dans plusieurs cas, hein, les gens n'ont pas pu voir le corps de la personne décédée, donc ils n'ont pas pu constater le décès, ils n'ont pas pu faire de funérailles. Donc, ça peut être intéressant de cette manière-là d'essayer de faire honneur autrement. Hein? Pour certaines personnes, la créativité prend beaucoup de place. Donc, d'essayer de créer, d'échanger autour de cette perte-là et de partager surtout ce qu'on crée peut être aidant. Donc, le partage de notre expérience, mais aussi le partage de l'expérience des autres, ça peut être un espace thérapeutique parce que quand on partage ce qu'on a vécu de difficile, bien, on a quelqu'un qui reconnaît ce qu'on a vécu. On a quelqu'un qui voit puis qui comprend que ça a fait mal. Puis nous aussi, on est en mesure de mieux comprendre pourquoi on a mal. Puis, le fait de se raconter à d'autres et d'échanger et de partager ce qu'on vit, bien, ça nous permet d'être ensemble, de s'unir d'une certaine manière, puis aussi de développer une histoire qui serait partagée du deuil pandémique, en fait, puis qu'on pourra, d'une certaine manière, un peu mieux comprendre cette histoire-là et l'intégrer. Donc, voilà, qui sont quelques petites suggestions sur comment soutenir les personnes qui vivent un deuil pandémique. Je tiens à remercier, avant de terminer, donc tous les participants. Je sais qu'il y en a qui sont parmi nous aujourd'hui. Donc, les participants qui ont accepté de nous partager leur histoire puis de contribuer à notre compréhension partagée du deuil pandémique. Je vous remercie d'être là aujourd'hui. Puis, je vais être maintenant disposée là, à prendre vos questions puis à échanger avec vous un peu plus. Donc, je vous invite à lever la main. Merci, Mme Vachon, pour cette belle présentation. Je vous invite à lever la main s'il y avait des questions ou j'imagine, Mme Vachon, vous me direz s'il y a un partage qui veut être fait aussi d'un deuil qui a été fait, hein? Absolument. Qui a été vécu. Absolument. Alors, j'ai Mme Frédéric Baquet. Oui, bonjour. Bonjour Mélanie Vachon. Bonjour. Hey, bonjour.
Je suis absolument ravie Pareil. d'être présente parmi vous. Je vous remercie Oui. beaucoup déjà pour l'invitation. Alors nous, on fait exactement la même recherche, donc c'est vraiment fabuleux puisqu'on va pouvoir échanger sur nos travaux. Voilà, alors ce que vous dites sur les méthodes thérapeutiques à la fin, bon, évidemment, en tant que psychologue, ça me paraît être une évidence. Ça fait 30 ans qu'on fait du soutien du deuil, donc on sait très bien à quoi sert la narration de son histoire. Et donc, c'est vrai que ça paraît très étonnant que des gens soient dans une telle solitude. Et cette solitude, elle est aussi liée à la pandémie, car Absolument. effectivement, surtout dans nos contrées en France et en Occident, nous rejetons complètement la mort et nous la déplaçons à la fois sur le vieillissement et sur la maladie. Donc il est clair que la terreur de la maladie, car chez nous, ça a pris aussi une ampleur à peu près équivalente à celle du Québec hein, et du Canada peut-être, mais nos personnes âgées en particulier, hein, j'interviens beaucoup dans des centres, des résidences, comme vous dites, pour les personnes âgées. Donc, elles sont à la fois partagées dans la terreur et aussi dans l'isolement forcé, que certaines d'ailleurs veulent transgresser. Et c'est intéressant parce qu'on fait appel aux psychologues ou aux psychothérapeutes dans les deux cas. Cette personne est trop isolée, cette personne est sortie, vous vous rendez compte, elle ne met pas le masque, elle sort, elle a dit qu'elle n'en pouvait plus, etc., etc. Donc ce qui me frappe dans tout cela, c'est surtout la peur, disons, partagée par tous les concitoyens qui fait que, pardon, eh bien, il n'y a plus du tout de lien social. C'est ce qu'on constate en tout cas chez nous en France. Je ne sais pas ce qu'il en est au Québec. Et d'autre part, les questionnements sur les rituels. Car encore une fois, je pense que nous nous situons quand même nous sommes bien sûr au XXIe siècle, mais dans la lignée de ce qui s'est passé au XXe siècle, c'est-à-dire le rejet de nous, ce qu'on appelle la pompe funèbre, je ne sais pas si vous l'appelez comme ça, mais en tout cas cette pompe funèbre qui a été particulièrement développée après la guerre de 14. Hein, on sait que les Canadiens ont payé un lourd tribut à Dieppe, en particulier en Normandie, hein, lorsqu'ils sont venus, mais pour la France, c'est 1,8 million de soldats, c'est des familles complètement détruites. Et depuis cette fameuse guerre de 14 et la célébration en 1918 de la victoire, eh bien depuis, les rituels ont considérablement été diminués. Et donc aujourd'hui, la demande est assez simple en fait. C'est donnez-nous des moyens de retrouver nos valeurs, de retrouver du sens, mais qui ne correspondent pas à la pompe funèbre d'avant. Et là, il y a un dilemme que vous avez cité, je ne sais pas si c'est le même, mais le dilemme que nous rencontrons, qui est un dilemme moral, un dilemme de valeur également, fait que les gens nous disent on veut inventer de nouveaux rituels. Et en particulier par rapport au deuil du Covid ou dans la Covid, on aimerait bien quelque chose de spécifique. Alors bien sûr, nous, vous connaissez les Français, hein, ça a été oui, oui, on va faire une grande cérémonie, hein, et puis comme ça, on va tout mélanger. Or, ce n'est pas du tout ce que souhaitent les gens. Effectivement, cette singularisation du défunt, ça c'est extrêmement important. Et pas seulement la singularisation du défunt, mais également la singularisation de la famille qui a été touchée. Car sans doute est-ce votre cas, mais moi j'ai rencontré des jeunes femmes, par exemple, qui avaient perdu successivement leur père puis leur mère. Et c'était des jeunes personnes entre 30 et 40 ans, hein, et qui se retrouvaient comme ça dans ce deuil successif, même si il pourrait paraître chronologique qu'elles perdent leurs parents, à cet âge-là, ce n'est pas habituel, du moins étant donné la longévité en France. Donc, je voulais savoir, d'abord, vous avez parlé d'entretiens approfondis. Alors, est-ce que ce sont des entretiens qui sont complètement ouverts, puisque nous posons juste une question ouverte? Voilà, donc ça c'est la première chose. Et ensuite, je voudrais soulever un sujet qui est important, c'est qu'en tant que psychologue, très souvent, nous constatons que les entretiens sont thérapeutiques. C'est-à-dire que même si c'est un sociologue, même si c'est un enquêteur, l'entretien a en effet un effet thérapeutique qui vient sans doute, peut-être, et c'est ma question, brouiller un petit peu eh bien, la qualité des résultats. Est-ce que ces résultats finalement sont empreints
d'émotions, d'affects et de sentiments. Et est-ce que tout ceci ne peut pas brouiller les données, puisqu'en fait, elles sont mêlées. Vous voyez, elles sont mêlées d'émotions, elles sont mêlées d'affects. Et donc, nous avons choisi finalement dans nos entretiens de proposer, alors nous avons un entretien quantitatif et toutes les 20 questions, nous proposons un recours à un psychologue clinicien qui serait complètement différent du chercheur, qui est lui-même psychologue, mais qui ne fait en rien une thérapie. Donc ça, c'est la première chose. Et à la fin de l'entretien, donc nous proposons des entretiens qualitatifs comme vous, très très ouverts, enfin avec quelques questions, disons, d'initiation, mais pas plus. Et en plus, donc nous proposons ce soutien, qui n'est pas une psychothérapie, mais qui est un soutien psychologique à l'issue des entretiens. Oui, donc merci beaucoup pour vos commentaires. En fait, je vais répondre à vos 2 questions, mais très rapidement, parce qu'en ce moment, dans le fond, on est avec des personnes endeuillées, on est aussi avec des personnes qui ont perdu un proche, puis c'est important pour moi qu'on leur laisse suffisamment d'espace pour eux aussi s'exprimer. Mais je vous suggère, je vais répondre rapidement, mais je vous suggère qu'on poursuive notre échange sur la recherche, disons, dans un autre contexte que celui-ci. Donc, des entretiens en profondeur, oui. Donc, une première question d'entente qui était celle de l'invitation à se raconter. Ensuite de ça, quelques petites relances pour approfondir l'expérience, etc., sur donc les émotions, tout ça que les gens ont vécu à certains moments clés. Puis, on a questionné aussi la présence d'un soutien. Qu'est-ce qui était le plus difficile? Avez-vous du soutien? Est-ce que ce soutien-là, il est aidant? Comment ça se passe? Donc, on était aussi là, intéressés à explorer cette dimension-là. Mais comme je vous dis, peut-être que dans un autre contexte, je pourrais carrément vous envoyer du matériel de recherche. Ça va me faire plaisir d'échanger avec vous là-dessus. Pour ce qui est de la deuxième question, donc oui, ben en fait, si on revient un peu à notre présentation, à la présentation, c'est sûr que il y a quelque chose qui se crée dans l'échange qui peut peut-être être de l'ordre du thérapeutique dans la mesure où ça permet la mise en récit. Donc oui. Est-ce que ça vient contaminer les données? Pas de notre perspective, parce que de notre perspective, ce projet-là, il s'inscrit dans quelque chose de plus grand, qui est l'approche des communautés compatissantes. C'est-à-dire qu'on a une visée de mettre ensemble, de partager, d'échanger, de créer une communauté. Puis, cette volonté-là qu'on a, elle est tout aussi importante, sinon je vous dirais plus importante que la recherche elle-même. Donc, pour nous, c'était tout à fait cohérent là, ben, en fait, ce serait incohérent de penser en termes de c'est vrai, c'est pas vrai ou c'est influencé. Donc, pour nous, ça fait partie d'un mouvement qui dépasse celui de la recherche dans lequel on était intéressé vraiment à ce qu'il y ait un échange. Donc, je m'excuse, je réponds vraiment très, très rapidement, mais bon, on a nos courriels respectifs, on s'était déjà parlé, ça va me faire plaisir qu'on se retrouve un moment pour échanger. Si vous voulez, je vous recontacte là, tout de suite après le webinaire, puis on trouvera un moment ensemble pour échanger. Merci beaucoup. Donc, pour continuer... Merci beaucoup, Mélanie Vachon. Pour continuer sur ces occasions de partage, j'aimerais mentionner que le RPCU là, va mettre une page sur son site web spécifiquement pour le partage du vécu en temps de pandémie. Donc, je vous invite là, fortement à mettre votre récit, en fait, nous faire parvenir votre récit, puis nous, on va avoir une page là, sous peu sur notre site web. J'ai une question, oui. Éric. Oui. Je regarde, là, je vois qu'il y a quand même certaines personnes qui posent des questions plus sur le chat ou qui font même des suggestions. Oui. Moi, j'ai peur de ne pas pouvoir toutes leur répondre maintenant, mais est-ce qu'on pourra garder le webinaire ouvert pour qu'on puisse prendre le temps d'aborder? Absolument. Oui, parfait. Okay. Je voulais juste m'assurer que je ne manquais rien. Oui. Puis il y a des questions que j'ai prises en note aussi. Je permettrai, avant de poser ces questions-là, j'ai 2 personnes qui avaient déjà levé la main d'abord. Donc, j'irai avec Mme Jawish. Oui, qu'on connaît bien. Merci d'être là aujourd'hui. Il faudra ouvrir votre micro. Oui,
Bon, ben moi, je tenais à remercier justement Mélanie Vachon et son équipe parce que ça a été vraiment une chance inouïe pour moi de participer au projet. Et justement, par rapport au dernier commentaire que vous avez fait à la personne qui m'a précédé, le côté humain pour moi a été extrêmement important de savoir qu'on reconnaissait mon deuil. Et ça me rend émue, ces courriels que je recevais de temps à autre. On me demandait comment j'allais avec les mots d'une douceur extraordinaire. En tout cas, moi, ça m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup aidé et je vous en remercie beaucoup. J'ai eu la chance, moi, de pouvoir avoir une cérémonie commémorative pour ma mère où j'ai décidé de non pas célébrer les 6 dernières semaines de sa vie, mais plutôt sa vie entière qui a été longue. Et on a eu toute la famille qui était réunie et c'était vraiment un moment très, très heureux. Donc, je peux dire que grâce à vous, grâce au fait de témoigner, je peux dire que là, le deuil se poursuit et elle demeure dans mon cœur. Alors, merci beaucoup. Je ne veux pas prendre plus de temps que ça. Merci. Au revoir. Je peux juste vous remercier pour ce partage-là, pour votre belle présence aussi. Puis je pense que j'aurais le goût de rajouter que pour nous, là, je parle en mon nom personnel, mais au nom de mon équipe, je suis certaine qu'ils sont d'accord avec ça. Ça nous a fait beaucoup de bien d'être dans le projet J'accompagne avec tout ce qui se passait, en fait. Donc, on était parfaitement conscients de toute la souffrance qui se vit, puis qui se vivait, puis de pouvoir rester en lien avec vous par des échanges, de penser à vous, de faire quelque chose de bien pour les personnes endeuillées. Donc, c'est vraiment quelque chose qui nous nourrit, qui nous touche, puis qui nous fait du bien à nous dans le contexte de pandémie dans lequel on évolue également. Donc, merci à vous. Merci à vous. Un grand merci, Mme Jawish, pour ce témoignage, votre présence. Madame Couillard. Oui, bonjour. Bonjour Mélanie, je suis Isabelle Couillard-Dudard. Merci pour votre présentation, c'est vraiment, vraiment touchant. J'aimerais ça, si vous pouviez parler un peu plus de comment raconter à une personne peut créer un nouveau sens que j'aurais pas fait si je fais juste écrire mon deuil, moi toute seule chez moi, mais comment le fait de raconter amène un nouveau sens. Oui. Vous savez, c'est une excellente question. C'est vraiment une question pertinente. Vous savez, je peux pas vous garantir que le fait de vous raconter va faire émerger un nouveau sens. Donc, si c'était beau comme ça, ce serait simple. Par contre, l'écriture, c'est déjà une mise en récit. Donc, c'est déjà un mouvement qui est très, très aidant pour vous pour voir le sens qui émerge. Puis, j'aurais le goût de vous dire, si c'est quelque chose qui fonctionne pour vous, qui vous fait du bien, écoutez, continuez avec ça. C'est tout à fait judicieux. Je pense que la dimension supplémentaire que le fait de raconter amène, c'est le sentiment d'être vu et reconnu par quelqu'un d'autre. Hein? C'est pas banal. Puis cette personne-là, qui est un peu naïve par rapport à votre situation, hein, qui ne vous connaît pas personnellement nécessairement, qui ne connaît pas d'emblée toutes vos réactions, qui ne connaissait pas les détails de votre relation, cette personne-là, parfois, peut poser des questions pour essayer de comprendre. Puis ces questions-là, auxquelles vous devez répondre, vous mettent, vous, en mouvement d'essayer de vous comprendre au travers les questions d'une personne qui est un peu plus extérieure, un peu plus naïve. Donc, je vous dirais que c'est de cette manière-là, ça nous amène peut-être à penser à notre histoire ou à répondre à notre histoire de manière un peu plus différente. Puis, c'est possible que tranquillement, ça nous fasse cheminer vers des nouveaux sens qui émergent. Je sais que parfois aussi, on se permet, par exemple, si on échange avec une personne endeuillée, ben de refléter certaines choses. Je vous donne un exemple. Il y a quelque chose qui me touchait dans la manière dont certaines personnes me parlaient avec beaucoup d'émotion et s'excusaient du même coup d'être émotifs.
Puis moi, je réalisais là que cette émotion-là, elle ne témoigne pas de quelque chose dont on devrait s'excuser, mais elle est juste complètement mesurée par rapport à l'amour puis le dévouement que vous aviez par rapport à la personne qui est décédée. Puis c'est des paroles qui vous amènent à vous reconnaître aussi tout ce que vous avez de beau en vous comme amour, comme dévouement, et à faire la paix peut-être avec le fait que vous n'avez pas pu être là. Hein? Parce que c'est pas juste j'étais pas là. C'est pas j'étais pas là. C'est je ne pouvais pas y être. Alors que vous y étiez. Hein? D'une certaine manière, vous y étiez tout votre amour, vos pensées, votre intention, vos valeurs. Les personnes endeuillées, quand ils ont su que leur HR est en fin de vie, ils ne pensaient qu'à ça. Donc, toute leur être était orientée vers l'autre, malgré le fait qu'il n'y avait pas de présence physique. Donc, c'est des petites choses, des fois, qui valent la peine d'être nommées pour tranquillement essayer de faire émerger un peu de sens dans tout ça. J'espère que ça répond. Oui, parfait. Merci. Merci. J'ai une personne, merci beaucoup, Mme Couillard, merci, Mme Vachon. J'ai Geneviève qui aimerait entendre le Dr Vachon à propos des autres décès des derniers mois, non associés à la COVID. Il semble, elle dit, Geneviève, là, qu'il semble qu'ils sont à risque d'être encore plus passés sous silence. Absolument. Je suis entièrement d'accord avec elle. D'ailleurs, je tiens à vous dire que dans le projet qu'on a fait, on a presque moitié-moitié de personnes donc, qui ont perdu un proche de la COVID ou qui ont perdu un proche d'autres choses. Donc, on a vraiment fait place dans le projet à ces décès-là. Puis, je vous dirais, dans le fond, à part le fait que le décès était de la COVID, ils sont un peu aux prises avec les mêmes défis dans la mesure où ils ont dû se conformer aux mesures de santé publique. Ils n'ont pas pu être là auprès de l'HR comme ils auraient voulu à cause des mesures de santé publique. Les funérailles, les rituels ont tout autant été perturbés. Donc j'ai presque... Puis c'est pas pour... On ne l'a pas appelé le deuil COVID. On l'a appelé le deuil pandémique. C'est-à-dire que vivre un deuil en temps de pandémie, peu importe la cause du deuil, c'est aussi, c'est tout aussi difficile. Donc, je suis d'accord avec vous. Malheureusement, en effet, il passe sous le silence parce que là, on parle énormément de la pandémie, puis on commémore collectivement la pandémie. Mais vous avez tout à fait raison de nous ramener au deuil pandémique, c'est-à-dire au deuil qui se vit en temps de pandémie, point, peu importe la cause du décès. Merci. Avant de passer à l'autre question, et M. Saint-Laurent, je ne vous oublie pas, là. Beaucoup de gens me demandent à propos du PowerPoint s'il serait possible ensuite de le partager. Absolument, ça va me faire plaisir. Donc, je vais simplement peut-être le mettre en PDF. Je vais vous l'envoyer, Éric. Oui. Puis, vous pourrez le transférer à vos membres. Oui. Puis, je pense aussi que la présentation, donc, elle a été enregistrée, donc, elle pourra être disponible pour les membres. Absolument. Je réalise par contre que je n'ai pas donné les coordonnées du projet. Donc, je ne sais pas si je peux, je vais... Ou si vous pouvez le faire peut-être dans l'envoi, vous envoyer, je pourrais vous envoyer, là, on a un site web, on a une adresse courriel à laquelle les gens peuvent nous écrire. Donc, si jamais on n'a pas eu le temps là, de répondre à vos questions, sentez-vous parfaitement à l'aise de nous les envoyer. Ça fait partie des choses importantes pour nous que de répondre aux questions des gens. Là. Oui. Puis pour répondre à l'inquiétude des questions dans le chat, là, je vais sauvegarder le chat aussi, donc ça sera possible de revoir les questions. Est-ce qu'on peut se permettre encore, combien de temps on se permet encore? Je vais juste vous arrêter pour dire, il y a Adèle, donc qui est ma super coordonnatrice, là, j'en profite pour la saluer puis la remercier, qui vient de mettre l'adresse courriel, le groupe Facebook puis le site web dans le chat.
Merci. Donc, on se réserve encore quelques minutes. Je passerai à Louis qui demande, en continuant avec votre exemple de la jeune fille, quelles actions auraient pu être initiées pour commencer cette étape de donner forme au récit? Quelles étapes? Donc, je ne suis pas sûre de bien comprendre la question, en fait. Peut-être que Louis voudrait prendre la parole, Louis G, pour préciser la question. Oui, en fait, vous m'entendez? Oui, est-ce que vous m'entendez? Bonjour. Bonjour. Ce que je voulais savoir, c'est, je comprends qu'elle a commencé ce récit-là en répondant à vos questions, en participant à votre enquête ou recherche. Le projet, oui. Mais s'il n'y avait pas eu de cette étape-là pour elle, comment elle aurait pu faire son deuil, si on veut, ou commencer cette étape-là en suivant cette intuition-là que vous avez exploitée finalement dans votre recherche. En fait, je trouverais intéressant d'entendre peut-être un exemple, peut-être parce que vous n'avez pas eu juste une interview avec une personne, vous en avez eu avec plusieurs personnes. Mais dans le cadre où parce qu'il y a d'autres décès qui vont se faire là, encore là, dans les prochaines semaines, prochains mois. On espère que ça sera de moins en moins, là, mais on n'a pas le choix, il va s'en passer. Et dans les personnes qui écoutent actuellement, il y a des gens qui vont probablement vivre un deuil. Alors, c'est pour ça que l'exemple que vous pourriez donner de démarche de se faire, est-ce que, bon, quelqu'un commence à écrire un récit sur une feuille de papier ou il l'envoie à son frère, à sa sœur, à une tante, je ne sais pas. Comment, c'est ça que je veux savoir. Comment on peut initier ça? Comment on peut faire vivre ça? Oui, je comprends votre question, puis je pense que votre question, elle témoigne aussi d'un problème. Je pense qu'on ressent, puis que vous ressentez aussi de bien, où et à qui peut-on se raconter? Hein? Où sont les interlocuteurs? Donc, je vous dirais que normalement, quand les funérailles se passent normalement, quand on a plusieurs personnes vont nous demander comment ça va. Puis là, on a la possibilité d'échanger avec toutes sortes de personnes, puis de raconter un peu ce qui s'est passé pour nous, ce qu'on a vécu. Pour moi, c'est un problème, en fait. C'est un problème qu'il n'y ait pas de place pour le deuil, la souffrance, pour parler de ces choses-là. Hein? Puis ça, c'est à un niveau beaucoup plus social. Donc, j'ai le goût, cependant, de dire aux gens, à partir du moment où vous savez que la mise en récit peut peut-être être aidante, oui, écrivez. Oui, échangez avec votre famille, avec les personnes qui sont proches de vous pour avoir la possibilité de raconter votre histoire, de raconter. Et j'ai le goût, surtout, de dire aux gens, écoutez. Écoutez, cherchez à comprendre. Cherchez pas à transformer l'expérience. Hein. Souvent, quand quelqu'un nous raconte qu'il est en deuil et qu'il ne va pas bien, on a tendance à dire, à essayer de le conseiller ou essayer de le mettre dans un autre état. Non, juste de raconter l'histoire. Donc, puis moi, une des choses que j'ai à cœur, c'est justement la création d'espaces collectifs avec le projet de recherche, mais aussi donc via notre site web, on va avoir des témoignages, partager des témoignages, donc le RPCU, mais aussi là, de l'avant l'initiative sur son site web pour que les gens aient la possibilité de se raconter dans leur histoire. Donc, ça fait toute partie d'exemples de comment on peut initier l'échange, mais vous avez raison que c'est un réel défi. Merci. Je prendrai la dernière question de mettre fin au webinaire. Monsieur Paul Saint-Laurent. Monsieur Saint-Laurent, activer votre micro. Ouais. Monsieur Saint-Laurent, il faudrait activer votre micro. On ne vous entend malheureusement pas. Bon,
OK, on vous entend. C'est mieux? Oui. Bonjour, Dr. Vachon. Moi, ma question est au niveau d'un sens plus large, sans vouloir minimiser là, le deuil de personnes réelles là, qu'on a côtoyées, qui étaient dans nos vies, mais les situations qu'on a vécues en tant que, je sais pas moi, je sais qu'éventuellement, on va retourner au bureau. C'est pas des vrais deuils, mais il y a des gens qu'on ne verra plus qui n'étaient pas nécessairement très proches de nous, mais de par nos fonctions comme comité d'usagers, ben, on se devait de suivre. Mais c'est un deuil qui est différent, dans le sens que on peut pas participer là, s'il y a une cérémonie quelconque, là, mais c'est des gens, lorsque tout va revenir, ces gens-là ne seront plus là. Et c'est ça qui, je me demande comment réagir à tout ça. Oui. Donc, de ce que je comprends, je veux juste être certaine que je comprends bien votre question. C'est un peu cette idée-là que le contexte de pandémie amène une série de deuils, hein, une série de renoncements, une série de choses qui changent dans notre vie. Donc, oui, vous avez raison, c'est le cas. Oui. Je vous dirais qu'en ce moment, c'est difficile parce que la vie n'a pas encore repris ses droits complètement. Donc, on est un peu encore là dans l'attente, dans la suspension que la vie reprenne. Donc, c'est la période la plus difficile. Mais quand on vit un deuil, quel qu'il soit, que ce soit un deuil, un deuil comme celui que vous me partagez, il y a comme une forme de patience qu'il faut développer parce qu'avec le temps, le deuil prend du temps. Peu importe le deuil, tous les deuils prennent du temps. Puis quand on ne va pas bien, c'est la dernière chose qu'on a envie, là, c'est d'attendre. Hein? Mais il faut se donner du temps. Ça, c'est la première chose. Il faut accepter aussi que la vie, elle est changée, elle est bouleversée. Puis il faut aussi se permettre de s'adapter à cette réalité-là. Donc, en ce qui concerne peut-être le deuil de votre rôle au sein du comité usager, je pense qu'on peut avoir bon espoir que ça va reprendre tranquillement, même si tout ça est sur pause en ce moment. Puis, donc de garder l'espoir qu'il y a quelque chose qui s'en vient, qui ne sera pas comme avant. Ça, il faut s'ouvrir à ce que quelque chose de nouveau émerge. Ça va être une place qui va être différente, mais que vous pourrez tranquillement apprivoiser en vous octroyant du temps. Merci. Madame Morin, vous vouliez ajouter une dernière chose avant qu'on termine le webinaire? Dernière chose, et je n'ai pas le choix. Là. Madame Morin? En fait, je voulais dire merci au docteur Vachon. J'ai très apprécié pour avoir vécu le deuil de ma mère en décembre dernier de la COVID. Merci. Je viens de comprendre certaines de mes réactions. Je viens de comprendre que je suis en attente, que c'est comme si je ne peux pas aller la voir actuellement. C'est comme si elle est encore là, mais dans quelques semaines, je vais pouvoir aller la voir. Alors, ça fait que ma tristesse était en veilleuse parce que je me dis, je la verrai bientôt. Mais là, je viens de réaliser que ma tristesse n'est pas veilleuse. Alors, merci beaucoup. Merci. J'ai beaucoup apprécié. Merci à vous pour votre partage. Je suis contente que le fait de nommer certaines choses a peut-être pu débloquer des petites choses qui étaient comme en suspens pour vous.
Donc, je vais vous souhaiter bon courage avec ce deuil-là difficile qui va continuer de s'élaborer dans le temps. Puis nos coordonnées sont là. Hein, n'hésitez jamais, que ce soit pour du partage, du soutien, à nous faire signe. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Merci, France. Écoutez, c'est le temps pour nous de se quitter. Je remercierais vraiment beaucoup Mme Vachon pour ce beau moment passé ensemble. Merci beaucoup. Je ne ferai pas les rappels là, pour les webinaires, les PPT, ça sera disponible. Les rappels que je ferai, c'est pour vos idées, le prochain webinaire, et puis votre appréciation de ce moment-là qu'on a passé ensemble. Un petit dernier mot, Mme Vachon, peut-être? Mais je veux remercier les personnes qui ont participé aujourd'hui. Merci pour votre écoute. Merci aussi pour les beaux partages. Merci pour vos généreux commentaires là, aussi sur le chat. Puis, je terminerai simplement en ouvrant la porte là, pour vous dire que notre projet il continue. Les coordonnées là, sont sur le chat. Donc, n'hésitez jamais là, à vous tourner vers nous. Puis, j'espère aussi, j'aurais le goût de vous encourager peut-être là avec l'espace qui va être mis sur le site web du RPCU à vous raconter. Donc, moi, je vous lirai. Hein, c'est quelque chose qui me touche toujours autant là, de lire les récits de deuil. Puis, donc, je le ferai avec intérêt certain. Ouais.